Bonsoir, merci d'être là. Nous sommes réunis pour dire adieu à Lenz. À la demande de sa famille, c'est nous qui conduirons cette cérémonie. Lenz était notre ami, nous avons tout partagé, nos élans, nos égarements, nos idées qu'on croyait grandes, des nuits pleines de mots. Aujourd'hui, nous sommes ici pour raconter son histoire, pour célébrer sa mémoire avec les musiques qui l'ont accompagné dans la montagne, au moment où déjà il commençait à perdre pied, à glisser doucement dans la nuit. Ce requiem lui est dédié. Le 20 janvier, Lenz traversa la montagne. Les sommets et les hauts flancs de montagne
dans la neige. Les vallées vers le bas. Une pierraille grise. Des surfaces vertes. Rochers et sapins. Il faisait un froid humide. L'eau descendait en ruisselant des rochers et bondissait par-dessus le chemin. Les branches des sapins pendaient lourdement dans l'air humide. Au ciel passaient des nuages gris, mais tout si compact. Et puis, la vapeur du brouillard s'élevait et passait lourde et humide à travers les buissons, si inerte, si balourde. Il continuait à marcher insensible et le chemin lui était indifférent. Tantôt ça montait, tantôt ça descendait, il ne sentait pas de fatigue. Seulement parfois ça lui était désagréable qu'il ne puisse pas marcher sur la tête. Au début, il y avait une pression dans sa poitrine quand la pierraille sonnait comme ça, que la forêt grise se secouait sous lui et que le brouillard tantôt avalait les formes, tantôt dévoilait à moitié les membres puissants. Il y avait une pression en lui, il cherchait quelque chose comme des rêves perdus, mais il ne trouvait rien. Pour lui, tout était si petit, si proche, si humide. Il aurait aimé asseoir la terre derrière le poêle. Il ne comprenait pas qu'il ait besoin de tant de temps pour descendre une pente, atteindre un point éloigné. Il croyait que tout devait pouvoir se mesurer en quelques pas. Parfois, seulement quand la tempête jetait la masse de nuages dans les vallées et que la vapeur montait de la forêt et que les voix s'éveillaient à la limite des rochers, bientôt semblables à un tonnerre qui se perd au loin, puis à grand bruit, puissante, comme si elle voulait chanter la terre dans leur allégresse sauvage, et que les nuages arrivaient en bondissant comme des chevaux hennissants, et que la clarté du soleil traversait tout cela et tirait son épée étincelante le long des champs de neige, de sorte qu'une lumière claire, aveuglante, coupait vallées et sommets. Ou alors, quand la tempête poussait la masse de nuages vers le bas et déchirait un lac d'un bleu lumineux, et que le bruit du vent s'éteignait, et que loin en bas des gorges, des cimes, des sapins sortaient à murmure comme une berceuse, et des sonneries de cloches, et qu'un rouge léger grimpait le long du bleu profond, et que de petits nuages y passaient sur des ailes d'argent, et que tous les sommets étincelaient et brillaient fermes et aigus, loin au-dessus de toute la contrée, alors ça lui déchirait la poitrine. Il était là, debout, haletant, le corps penché en avant, les yeux et la bouche grands ouverts. Il croyait qu'il fallait qu'il aspire la tempête en lui, qu'il prenne tout en lui. Il s'étendait et recouvrait la terre et s'enfouissait dans le tout. C'était une jouissance qui lui faisait mal. Ou bien, il restait immobile et mettait sa tête dans la mousse et fermait les yeux à demi. Alors, ça l'attirait loin de lui. La terre se dérobait sous lui, elle devenait petite comme une étoile mobile et se plongeait dans un courant tonitruant qui ramenait ses flots clairs sous lui. Mais ce n'était que des instants. Et puis, il se relevait, sobre, solide, calme, comme si un jeu d'ombre avait passé devant lui, il ne se souvenait de rien. Die Berg. Da der Mond und da die Nacht. Vers le soir, il arriva sur les hauteurs de la montagne, sur le champ de neige d'où on redescendait dans la plaine vers l'ouest. Il s'assit en haut. Vers le soir, c'était devenu plus calme. La masse de nuages était au même endroit, immobile dans le ciel, aussi loin que le regard allait. Rien que des sommets d'où descendaient de larges surfaces. Et tout était si silencieux, gris, crépusculaire. Pour lui, tout devint solitude effroyable. Il était seul,
Il voulait se parler à lui-même, mais il ne pouvait pas. Il osait à peine respirer. Tendre son pied sonnait comme le tonnerre sous lui. Il dut s'asseoir. Une peur sans nom le prit dans ce rien. Il était dans le vide. Il s'arracha et descendit la pente comme en volant. L'obscurité était venue. Le ciel et la terre se fondaient en un seul. C'était comme si quelque chose le suivait, comme si quelque chose d'épouvantable devait l'atteindre, quelque chose que les êtres humains ne peuvent pas supporter, comme si la folie le pourchassait à cheval. Enfin, il entendit des voix, il vit des lumières, pour lui ça devint plus léger. On lui dit qu'il en avait encore pour une demi-heure jusqu'à Waldbach. Il traversa le village, les lumières luisaient à travers les fenêtres, il regardait en passant des enfants à table, des vieilles femmes, des jeunes filles, rien que des visages tranquilles et calmes. Pour lui, c'était comme si la lumière rayonnait d'eux. Pour lui, ça devint léger. Il serait bientôt à Waldbach, au presbytère. On était à table. Lui entre. Ses boucles blondes pendaient autour de son visage pâle. Ça tressaillait dans ses yeux autour de sa bouche. Ses vêtements étaient déchirés. Le pasteur Oberlin lui souhaita la bienvenue, le prit pour un artisan. « Soyez le bienvenu, bien que vous me soyez inconnu. Le nom, s'il vous plaît. Lenz. » On continua à parler. Il chercha ses mots et raconta rapidement, mais comme s'il était sur le banc de torture. Peu à peu, il devint calme. Il commença à parler de son pays. Il dessina toutes sortes de costumes, on se pressa, intéressé autour de lui, il fut tout de suite chez lui. Il se calma. Ce fut pour lui comme si d'anciennes figures, des visages oubliés, émergeaient à nouveau de l'obscurité, d'anciennes chansons se réveillaient. Il était parti loin. Enfin, il fut temps d'y aller. On lui fit traverser la rue, le presbytère était trop étroit. On lui donna une chambre dans l'école. Il monta, il faisait froid en haut. Une vaste pièce vide, un lit haut dans le fond. Il mit la lumière sur la table et allait et venait. Il se remémora la journée, comment il était venu, où il était, la pièce dans le presbytère avec ses lumières et ses chers visages. C'était pour lui comme une ombre, un rêve. Et pour lui, ce fut vide de nouveau, comme sur la montagne, mais il ne pouvait plus le remplir de rien. La lumière était éteinte, l'obscurité avalait tout. Une peur indicible s'empara de lui. Il se leva d'un bond, il courut à travers la chambre, en bas de l'escalier, devant la maison. Mais en vain, tout obscur, rien. Il était un rêve pour lui-même. Des pensées isolées surgirent, il y retint, il ne pouvait plus se retrouver. Un instinct obscur le poussait à vouloir être sauvé. Il se cogna contre les pierres, il se griffa. La douleur commença à lui rendre sa conscience. Il se précipita dans la fontaine de pierre, mais l'eau n'était pas profonde, il éclaboussa. Alors, arrivèrent des gens. On avait entendu quelque chose. On l'appela. Oberlin arriva en courant. Lenz s'était repris. Toute la conscience de sa situation se tenait droite devant lui. Pour lui, c'était de nouveau léger. Maintenant, il avait honte. Il était triste d'avoir fait peur à ces bonnes gens. Il leur dit qu'il était habitué à prendre des bains froids, et il remonta. L'épuisement le fit enfin se reposer.
mich erinnern, wo wir drei im Lenzhof in den Bergen unterwegs waren und nach tagelangen Wanderungen glücklich, aber doch müde zu einer Hütte gekommen sind und in der Obersonne die roten Berge und Gletscher bestaunt haben. Kannst du mir erzählen? Schaut von Berg und Tal, flieht schon der Sonnenstrahl. Schaut auf Auen und Matten, wachsen die dunklen Schatten. Die Sonne auf den Bergen noch steht, oh, wie sind Gletscher so rot, oh, wie sind Gletscher so rot. So, jetzt müssen wir die Blöcke schnell. Okay, nehmen Sie. Le jour suivant, tout alla bien, avec Oberlin à cheval à travers la vallée. Des points apparurent, des squelettes de chaumières, des planches recouvertes de paille, d'une couleur noire, grave. Les gens, silencieux et graves, comme s'ils n'osaient pas troubler le calme de leur vallée, les saluer calmement lorsqu'ils passaient à cheval. Il y avait de la vie dans les chaumières. On se pressait autour de Berlin. Il donnait des indications, des conseils, consolait. Partout, des regards pleins de confiance, des prières. Les gens racontaient rêves, intuitions. Puis, on passait rapidement au sein de la vie pratique. Chemin établi, canaux creusés, école fréquentée. Oberlin était infatigable. Lenz, continuellement son compagnon, tantôt en conversation, tantôt dans l'action, tantôt plongé dans la nature. Tout lui faisait du bien et le calmait. Il fallait souvent qu'il regarde Oberlin dans les yeux et le calme puissant qui tombe sur nous dans la nature au repos, dans la forêt profonde, dans les nuits d'été qui fondent au clair de lune, lui semblait encore plus proche dans cet œil calme, ce visage noble et grave. Fliegt schon der Sonnenstrahl
die dunkle Schatten, Sonn auf der Berg, noch steht. Oh, wie sind Gletscher so rot, oh, wie sind Gletscher so rot. Schaut oben an See, heim zu Mais c'est seulement tant que la lumière reposa dans la vallée que ça lui fut supportable. Vers le soir, une peur étrange le prit. Il aurait aimé courir derrière le soleil. Comme les objets devenaient peu à peu plus ombreux, tout lui parut si peu réel, si hostile. La peur le prit comme les enfants qui dorment dans l'obscurité. Ce fut pour lui comme s'il était aveugle. Maintenant, elle grandissait. Le cauchemar de la folie s'assit à ses pieds. La pensée sans secours que tout n'était que son rêve s'ouvrit devant lui. Il s'agrippa à tous les objets. Des silhouettes le frôlaient rapidement. Il se pressa contre elles. C'étaient des ombres. La vie s'échappa de lui et ses membres étaient tout raides. Il parla, il chanta, il récita des passages de Shakespeare. Il empoignait tout ce qui autrement faisait couler son sang. Plus vite, il essaya tout, mais froid, froid. Alors, il fallut qu'il sorte à l'air libre. Le peu de lumière dispersé à travers la nuit, quand ses yeux se furent habitués à l'obscurité, lui fit du bien. Il se précipita dans la fontaine. L'action vive de l'eau lui fit du bien. Il prit son bain, cette fois, avec moins de bruit. Still an der Berge wie's Nacht, aber die Mutter, die wacht, sind das Absternlieder schienen, Stern, mit dir bist du so fliehen, sind der am Nabelstutz. Sternli, Gott grüßt die wir gut. Sternli, Gott. Au matin, il sortit. La nuit, la neige était tombée. Dans la vallée, il y avait un clair soleil, mais plus loin, le paysage était à moitié dans le brouillard. Il s'éloigna bientôt du chemin et monta une pente douce, plus de traces de pas, le long d'une forêt de sapins. Le soleil découpait des cristaux. La neige était légère et floconneuse. Ça et là, une trace de gibier légère sur la neige qui s'étirait dans la montagne. Pas de mouvement dans l'air, sinon un léger souffle. Sinon, le bruissement d'un oiseau qui secouait légèrement les flocons de sa queue. Tout si calme. Les arbres, loin.
avec des plumes se balançant blanches dans l'air d'un bleu profond. Un sentiment familier de Noël se faufila en lui. Il crut parfois que sa mère allait apparaître derrière un arbre, grande, et lui dire qu'elle lui avait fait cadeau de tout cela. Comme il descendait, il lui semblait que quelque chose lui avait touché le front. L'être lui parlait. Le matin suivant, il revint vers Auberline et lui dévoila ses pensées. Comment, dans tout, il y avait une harmonie indescriptible, un ton, une félicité. Oh, wie schön ist deine Welt, Mutter, wenn sie golden strahlen. Wenn dein Glanz herniederfällt und den Staub mit Schimmer malen. Wenn das Rot, das in der Wolke blinkt, in mein stilles Fenster singt. Könnt ich klagen, könnt ich zagen, ihre sein an dir und mir. Nein, ich will im Busen tragen, deinen Himmel schon an ihr, und dies Herz, ehe es zusammenbricht, trinkt noch Blut und schlürft noch Licht, trinkt noch Blut und schlürft noch Licht. Hier, quand je suis rentré, j'ai vu deux petites filles assises sur une pierre. Et il y en avait une qui se coiffait, elle se faisait des tresses, et puis l'autre qui l'aidait. Et il y avait un tel soin, et une telle application, et une très très belle lumière. On aurait vraiment dit un tableau de Raphaël. Je ne peux pas le dire autrement. Et quand je les ai vus s'éloigner entre les arbres, main dans la main, j'ai vu que c'était de nouveau un autre tableau, un Léopold Robert. Et ça m'a rappelé cette phrase que j'aime beaucoup: les plus belles images, réunissant les tons les plus intenses, se dissolvent. Une seule chose reste, une infinie beauté qui émerge d'une forme pour devenir une autre, éternellement effeuillée, changée. On ne peut pas toujours la retenir et la mettre dans des musées, ni la fixer dans des notes. Yes! Aspetta,
Dans la journée, Lenz était habituellement assis en bas dans la pièce. Il dessinait, peignait, lisait, s'emparait de la moindre distraction, toujours hâtivement, de l'une à l'autre. Et pourtant maintenant, il s'accrochait particulièrement à Madame Oberlin. Quand elle était assise là, comme ça, son livre de cantiques noirs devant elle. Un jour, Lenz était assis là et une peur le prit. Par la porte à moitié ouverte, il avait entendu la servante chanter. D'abord de manière peu compréhensible, puis arrivèrent les paroles. Dans la vallée silencieuse se taisent les souffrances et la douleur. Cela le frappa. Il se diluait presque dans les sonorités. Madame Oberlin le regarda. Lenz reprit courage, il ne peut plus se taire, il fallait qu'il en parle. Chère Madame Oberlin, ne pouvez-vous pas me dire ce qu'est devenu mon amour dont le destin me pèse comme des quintaux sur le cœur? Mais, monsieur Lenz, je suis souvent de rien. Puis de nouveau, Lenz se tut et hâtivement, il allait et venait dans la pièce. Puis il recommença. Voyez-vous, je veux m'en aller. Vous voulez vous en aller? Dieu, vous êtes encore les seuls êtres humains chez qui je peux tenir. Et pourtant, il faut que je m'en aille vers elle. Vous voulez vous en aller vers elle? Je peux pas, j'ai pas le droit. Voyez-vous, quand elle passait comme ça, dans la pièce, et chantait comme ça, à demi pour elle-même. C'est un tel bonheur en elle. Et cela refluait sur moi. J'étais toujours calme quand je la regardais ou qu'elle appuyait sa tête contre moi. Et maintenant, pour moi, c'est si étroit. Si étroit. Voyez-vous, pour moi, c'est parfois comme si avec les mains, je cognais contre le ciel. J'étouffe. Au repas du soir, Lenz était comme d'habitude quelque peu méditatif. Pourtant, il parla de toutes sortes de choses, mais avec une hâte angoissée. À minuit, Oberlin fut réveillé par un bruit. Lenz courait à travers la cour et appelait d'une voix creuse et dure un nom inconnu, prononcé avec une vitesse, une confusion, un désespoir extraordinaire. Puis il se jeta dans l'abreuvoir, fit claquer l'eau avec ses pieds et ses mains, ressortit, monta dans sa chambre, redescendit dans l'abreuvoir. Et ainsi, plusieurs fois. Finalement, le silence se fit. Oh non, oui, non, non, attends, non. Lenz, non, Lenz, Le matin suivant, Lenz, même tard, ne vint pas. Finalement, Oberlin monta dans sa chambre. Lenz était couché sur son lit, tranquille et immobile. Oberlin dut longtemps l'interroger avant de recevoir une réponse. Enfin, Lenz dit « Ah, oui, monsieur le passeur, l'ennui, vous voyez, c'est si ennuyeux, je ne sais pas du tout ce que je dois dire. J'ai déjà dessiné toutes sortes de figures sur le mur. » Oberlin lui dit qu'il se tourne vers Dieu. Alors, Lenz se mit à rire et dit « Oui, si j'étais aussi heureux que vous d'avoir une distraction aussi confortable, oui, on pourrait en remplir son temps. » Tout cela par oisiveté, car la plupart prient par ennui. Les autres s'amourachent par ennui. Les troisièmes sont vertueux. Les quatrièmes pêcheraient moi rien. Rien du tout. J'ai même pas envie de me tuer. C'est trop ennuyeux. Dieu! Dans la vague de ta lumière, dans la clarté de ton midi incandescent, mes yeux sont blessés de veille. Est-ce que jamais la nuit ne va tomber? Oberlin le regarda contrarié et voulut s'en aller. Lenz le suivit en catimini, mais le regardant avec des yeux inquiétants. Voyez-vous, maintenant il y a quelque chose qui me revient. Si je pouvais
seulement distinguer si je veille ou si je rêve. Voyez-vous, c'est très important. On va examiner ça. Cela le poussa, debout dehors dans la montagne. Des nuages passaient rapidement devant la lune. Tantôt, tout dans l'obscurité. Tantôt, le paysage brouillardeux se montrait dans la clarté de la lune. Il courait, montant, redescendant. Dans sa poitrine, il y avait un chant triomphal de l'enfer. Le vent sonnait comme un chant de titan. Ce fut pour lui comme si un poing gigantesque se tendait vers le ciel et allait arracher Dieu et le traîner entre ses nuages. Comme s'il pouvait moudre le monde entre ses dents et le cracher au visage du Créateur. Il jurait, il blasphémait. Ainsi, il arriva sur les hauteurs de la montagne. Et la lumière incertaine s'allongeait jusqu'en bas, là où se trouvaient les masses de pierres blanches. Et le ciel était un œil bleu stupide. Et la lune était là-dedans, ridicule, naïve. Lenz fut obligé d'éclater de rire. Et avec le rire, l'athéisme prit en lui et le saisit tranquillement et fermement et sûrement. Il ne savait plus ce qui tout à l'heure l'avait tellement agité. Il gelait en lui-même. Il pensait qu'il voulait maintenant aller au lit et il marchait, froid et inébranlable, à travers l'inquiétante obscurité. Tout lui était vide et cru. Il lui fallait courir et il alla au lit. Le matin suivant, Lenz s'adressa à Madame Oberlin avec une exceptionnelle amabilité. Chère Madame Oberlin, la femme dont je vous ai parlé est morte. Oui, morte, cet ange. D'où le savez-vous? Yaugif. Puis, il regarda le ciel. Et une nouvelle fois, oui, morte, Yaugif. Puis, on ne put plus rien tirer de lui.
ici chez nous, dans la montagne. La musique folklorique est devenue sa maison, une maison qu'il a peu à peu imprégnée des sonorités de son enfance, de ses origines. Nous allons vous jouer l'un de ses morceaux préférés, un rempart pour lui contre le vide, Trotzköpfchen. Trotzköpfli.
Quand il était seul, sa solitude était si effrayante qu'il ne cessait de se parler à haute voix et de s'exclamer. Et puis de nouveau, il était pris d'effroi et c'était pour lui comme si des voix étrangères lui avaient parlé. Dans la conversation, il hésitait souvent. Une angoisse indescriptible tombait sur lui. Il avait perdu la fin de sa phrase. Puis il pensait que la dernière parole dite, il fallait qu'il la retienne et la répète sans cesse. Ce n'est qu'avec un extrême effort qu'il arrivait à refouler ses envies. Envie. 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 Il inquiétait vivement les bonnes gens quand parfois dans des mondes calmes, il était assis avec eux et il parlait librement, et puis une peur indescriptible se dessinait sur ses traits. Toute son activité intellectuelle restait alors accrochée à une seule idée. Il s'amusait à mettre les maisons sur les toits, d'habiller, de déshabiller les êtres humains, d'imaginer les facéties les plus folles. Parfois, il sentait une pression irrésistible d'exécuter ce qu'il avait précisément à l'esprit, alors il faisait des grimaces horribles. Une fois, il était assis près d'Oberlin, le chat était sur une chaise en face d'eux. Tout à coup, ses yeux devinrent fixes. Il les tenait dirigés sans bouger sur l'animal. Ses yeux devinrent fixes. Puis il glissa lentement en bas de la chaise, le chat aussi. Le chat était comme fasciné par son regard. Il tomba dans une peur extraordinaire et se hérissait, effarouché. Lenz, de même, avec un visage effroyablement déformé. Comme pris de désespoir, ils se précipitèrent l'un sur l'autre. Alors enfin, Madame Oberlin se leva pour les séparer. Questa canzone è una canzone di un uomo che parte in montagna col suo asino per cercare il suo amore. È una canzone siciliana che si chiama Amore du Carrettere. Canto e sono con lo maranzano, che va
coraggioso e volentieri, tutta la luna puri sacchianari. Chissà il de nouveau, il eut profondément honte. Ses accès de la nuit s'accrurent de la manière la plus horrible. Ce n'est qu'avec le plus grand mal qu'il s'endormit, alors que juste auparavant, il avait essayé de remplir l'horrible vide. Puis il tomba, entre le sommeil et la veille, dans un état effroyable. Il se cognait à quelque chose d'atroce, d'effroyable. La folie s'empara de lui. Il se dressa d'un bond avec des cris épouvantables, baignés de sueur. Et ce n'est que peu à peu qu'il se retrouva. Il fallait alors qu'il commence par les choses les plus simples pour revenir à lui. Ce n'était pas lui, au fond, qui le faisait, mais un puissant instinct de conservation. C'était comme s'il était double, et qu'une partie de lui-même cherchait à sauver l'autre. Et comme si elle s'encourageait elle-même. Il parlait. Dans sa violente peur, il récitait des poèmes jusqu'à ce qu'il revînt à lui. Et de jour également, il avait ses accès, et ils étaient encore plus effrayants, car avant, la clarté l'en avait préservé. C'était alors pour lui comme s'il existait seul, comme si le monde n'existait que dans son imagination, comme s'il n'y avait plus rien que lui.
Il était l'éternel damné, Satan, seul avec ses images torturantes. Il parcourait avec une vitesse fantastique toute sa vie et puis il disait conséquent, conséquent. Et quand quelqu'un disait quelque chose, inconséquent, inconséquent, c'était l'abîme d'une folie sans secours, d'une folie de toute l'éternité. Et quand il se calmait, c'était comme les plaintes d'un enfant. Il sanglotait. Il éprouvait une profonde pitié pour lui-même. C'était aussi ses instants les plus heureux. Oberlin lui parla de Dieu. Alors Lenz le regarda avec une expression d'une souffrance infinie et dit: mais moi, si j'étais tout puissant, voyez-vous, si j'étais comme ça, je ne pourrais pas supporter la souffrance. Je sauverais. Je ne veux rien que le repos, rien qu'un peu de repos pour pouvoir dormir. Souvent, elle se cognait la tête contre le mur ou bien s'infligeait quelque autre violente douleur physique. Le 8, au matin, mon époux fut appelé auprès d'un malade. Le temps était doux et il y avait un clair de lune. Sur le chemin, il rencontra Lenz. Il paraissait tout à fait raisonnable et ils parlèrent tranquillement et aimablement. Mon époux lui demanda de ne pas aller trop loin. Il le promit puis continua son chemin. De retour à Valpar, mon époux s'inquiéta et voulut envoyer quelqu'un à sa suite lorsque nous l'entendîmes monter l'escalier de sa chambre. Un instant plus tard, quelque chose éclata dans la cour avec un son si fort que pour nous, ce ne pouvait pas être la chute d'un être humain. La servante entra, d'une pâleur de mort, et tremblant tout entière.